Psychologique vient d'être franchi, on vous le disait à l'instant, cette réaction de François Hollande depuis New York pour le président français, eh bien, c'est une situation dont il hérite aujourd'hui. Alors dans le fond, peu importe de qui c'est la faute, la courbe du chômage n'a cessé de monter depuis près de 50 ans, gauche, droite confondue. Ce qui importe aujourd'hui, c'est comment faire pour inverser la tendance, pour inverser la courbe. François Hollande, vous le savez, se donne un an. Comment va-t-il faire alors que la croissance est en berne et que les prévisions sont à chaque fois revues à la baisse? Les pays d'Europe du Nord s'en tirent bien, il faut le savoir aujourd'hui, avec des taux de chômage faibles. Alors leur modèle est-il transposable? On en parle ce soir avec vous, Valérie Rabault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée PS du Tarn-et-Garonne, vice-présidente de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Avec nous, Chantal Brunel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale de l'UMP, ancien membre de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et rapporteur spécial donc, de la mission Travail et Emploi. Avec nous, Benjamin Corria, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris 11, membre des économistes atterrés, co-auteur du livre 20 ans d'aveuglement, l'Europe du Nord au bord du gouffre. L'Europe tout court, pas l'Europe du Nord. Oui, l'Europe, pardonnez-moi, oui. Je ne sais pas pourquoi j'étais là dans l'Europe du Nord, alors qu'elle n'est pas tout à fait au bord du gouffre, on en parlera d'ailleurs ce soir. Oui, l'Europe au bord du gouffre avec le collectif des économistes atterrés aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec nous, Olivier Duhat, bonsoir. Vous êtes le président de Croissance Plus. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le ministre du Travail, Michel Sapin. C'était ce matin chez nos confrères de France 2. C'est quoi ces 3 millions de chômeurs? C'est beaucoup de désespoir, c'est beaucoup de difficultés, mais c'est le résultat d'une politique. C'est au fond les 3 millions de chômeurs que nous avons trouvés en arrivant. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Français ont souhaité changer de président de la République. Chantal Brunel, je vais vous donner cette réaction qui vient de nous parvenir de François Hollande qui estime que c'est une situation dont il hérite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la faute du gouvernement socialiste, c'est la faute du gouvernement de François Fillon? Je crois que François Hollande a une réponse facile, mais c'est sûr que depuis qu'il est président de la République, l'ensemble des mesures qu'il a annoncées, taxation des entreprises, taxation des ménages, idée que les chefs d'entreprise et les riches, il faut taper dessus, les 60... Tout est fait pour décourager l'investissement, pour décourager les entreprises à investir, à embaucher. Et c'est sûr que cette ambiance est tout à fait défavorable à l'emploi. Vous savez, la croissance, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est volontaire, mais ça repose sur la confiance. Et toutes les mesures qui ont été prises et l'état d'esprit dans lequel la gauche est arrivée fait que les chefs d'entreprise attendent, tout change, on leur dit ah, attention, vos investissements, les intérêts des emprunts, maintenant vous n'allez plus les déduire des impôts, on va vous taxer de 10 milliards de plus, voilà, et les chefs d'entreprise sont un peu désespérés et ils ne sont pas dans une attitude ni d'embauche ni d'investissement, et je pense que bien sûr il y a eu une crise économique, la France du temps du président Sarkozy s'en est plutôt mieux sorti que d'autres pays. Et aujourd'hui, je trouve que les décisions qui ont été prises et les mesures annoncées ne vont pas dans le rétablissement d'une croissance et le rétablissement d'une confiance. C'est qu'on était quand même on est au 16e mois consécutif de hausse du chômage. Donc oui, mais là, elle s'accélère, la hausse. Attendez, là, la hausse s'accélère. Quand on voit M. Montebourg critiquer et, je veux dire, dénigrer les chefs d'entreprise, moi, je connais beaucoup de patrons de PME qui, aujourd'hui, et je pense que le président de Croissance Suisse va le dire, sont inquiets, sont dans une période d'attentisme très fort et ont du mal à voir que tous les jours, les règles changent et qu'après tout, on les montre du doigt comme pas des bons citoyens. Droite-gauche, on va regarder quand même ce tableau, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche. En tout cas, le chômage n'a cessé d'augmenter depuis 1967. Donc ça a été sous les gouvernements de gauche, sous les gouvernements de droite. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi c'est pas tout à fait vrai, Valérie Rabault? C'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde la courbe, je ne sais pas si vous voulez la montrer. Voilà, la voici. Mais vous voyez, c'est entre 1997 et 2008. C'était une période de croissance, il faut dire. Mais la croissance, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Et si vous reprenez les mesures qui ont été prises, en tout cas quand vous voyez entre 97 et 2002, où nous étions effectivement à 3,7% de croissance, au-dessus de la moyenne européenne. Donc on ne peut pas dire que c'est que l'Europe qui nous a tirés vers le haut, c'est aussi le résultat de politiques qui ont été menées. C'est le résultat de politiques qui ont été menées entre 1997 et 2002, qui ont permis d'avoir une croissance qui était à 3,7%. On l'a peut-être oublié aujourd'hui. Ça a permis de faire baisser le chômage.
Alors, Valérie Rabault, est-ce que vous croyez François Hollande lorsqu'il dit que dans un an, il va inverser la courbe du chômage? François Hollande a dit une chose lors de son intervention télévisée. Il a dit l'objectif, c'est d'inverser la courbe du chômage dans un an. Et il s'en donne les moyens aujourd'hui. Je ne partage pas le constat de Mme Brunel qu'il évoquait tout à l'heure. Depuis qu'il est en poste, ce qui a été fait au mois de juillet, c'est pas de taper sur les patrons ni sur la fiscalité, c'est de dire on était le seul pays au monde à subventionner les heures supplémentaires. Quand on atteint aujourd'hui 3 millions de chômeurs, c'est-à-dire qu'on dépensait chaque année 4,5 milliards d'euros pour subventionner les heures supplémentaires, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà un travail, laissant sur le côté ceux qui n'en ont pas. Vous avez baissé le pouvoir d'achat de beaucoup de Français. Le pouvoir d'achat, on peut en parler aussi. Vous avez baissé le pouvoir d'achat car les heures supplémentaires, c'était beaucoup les ouvriers qui en avaient. Pas du tout. Quand vous regardez la distribution par décile, à la fois de l'impact des exonérations d'impôts et des exonérations de cotisations, ça concernait pas beaucoup les premiers déciles, pas beaucoup, et ça concernait beaucoup les derniers déciles. Ça, c'est une donnée très claire. Mais je voudrais revenir sur la problématique du chômage. Tout à l'heure, la précédente intervenant a parlé d'un problème de demande. Il y a un problème de demande. Qui dit problème de demande dit que les gens consomment moins, que les entreprises trouvent moins de débouchés chez nous et que par conséquent, on le voit d'ailleurs dans l'utilisation de l'appareil de production, on est à un niveau très faible par rapport à ce qu'on a connu il y a plusieurs années. Donc l'objectif absolu à court terme, c'est de relancer cette demande. Pour relancer cette demande, ça passe par l'emploi. Et les premières mesures qui ont été annoncées dès cet automne, la création de 150 000 emplois d'avenir, tout de suite, dès le 1er novembre, les premières conventions seront signées. C'est un signe très très fort pour qu'on puisse relancer cette demande. Et les contrats de génération, vous y croyez, Olivier Duhat? Les contrats d'avenir, les contrats de génération, c'est la solution aujourd'hui pour inverser la courbe du chômage? Juste un petit commentaire sur ce qui a été dit quand même, parce que je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que ces chiffres sont absolument dramatiques. C'est une vraie injustice sociale. Effectivement, s'il y a une injustice sociale dans ce pays, c'est celle-là. Et je pense que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, devraient avoir honte des résultats aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il ne faut pas qu'on soit fier de ces résultats. Donc le débat politique, je le laisse de côté. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse des causes et voir ce qu'on peut faire. Les entrepreneurs considèrent qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut renverser la tendance. Et indépendamment, je dirais, de la conjoncture, l'Allemagne a connu la même crise que nous, et l'Allemagne a des bien meilleurs résultats que la France en ce qui concerne les taux de chômage. Vous avez cité l'Europe du Nord, c'est exactement la même chose. Je tiens à citer la Suède aussi, qui a un taux extrêmement bas aussi. L'Autriche, 4,5%. Les Pays-Bas, 5,3%. Ça montre bien qu'il y a des résultats. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que on ne va pas résoudre les problèmes de la France, et à commencer par les problèmes du chômage, s'il n'y a pas le retour de la croissance. Et il n'y aura pas de croissance si on ne sait pas provoquer un choc de compétitivité. Alors je sais que c'est un mot à la mode, mais il est essentiel. L'Allemagne de Gerhard Schröder, il y a 10 ans, a provoqué un choc de compétitivité et a permis à ces entreprises, à leurs industries, d'être beaucoup plus compétitives. C'est quoi une entreprise compétitive? C'est une entreprise qui sait délivrer au monde entier les meilleurs produits avec un niveau de qualité qui est considéré comme très bon, optimal, et un niveau de coût qui est extrêmement raisonnable, voire très compétitif. Donc, s'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur lequel on doit tous s'entendre, c'est que la compétitivité, le choc de compétitivité doit être une priorité. Et ce n'est pas un débat de gauche ou de droite. Je pense que c'est un combat d'intérêt général. On n'arrivera pas à inverser les courbes du chômage si nos entreprises n'emploient pas. Pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, tout simplement. Et il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de la richesse et qui avancent. Et il faut des clients. À l'étranger aussi, on tombe dans un abîme. Le commerce extérieur est en train de chuter dramatiquement. Benjamin Correa, le choc de compétitivité, ça veut dire quoi? Que le coût du travail en France est trop élevé? Ça veut dire que les décisions qui sont prises, notamment d'imposer aussi les entreprises, on sait va être présenté d'ailleurs vendredi en Conseil des ministres, ce projet donc de budget, il va falloir faire 30 milliards d'euros d'économies. On sait que les entreprises vont devoir payer 10 milliards, donc il va falloir les ponctionner, ces entreprises. On est loin de ce choc de compétitivité dont vient de parler Olivier Duhat. Oui, je vais revenir sur le choc de compétitivité, en tout cas sur la question de la compétitivité, parce qu'il y a une vraie question de compétitivité dans notre pays, ça me paraît tout à fait clair. Mais avant, je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste à ma droite, si je peux dire.
Je crois que oui, j'adhère à l'idée, et je crois qu'on est de nombreux économistes à adhérer à l'idée qu'il y a un problème de demande, et que la demande a été formidablement comprimée au cours des, on va dire, 20 dernières années. Simplement, ce qui me fait souci, c'est que l'adhésion... en partie d'ailleurs inattendue, de François Hollande et de son gouvernement au pacte budgétaire, nous dessine une perspective d'austérité massive. Écoutez, on va en discuter tranquillement. On va en discuter tranquillement, mais il y a 30 milliards à trouver dans le budget 2013. Un peu plus. Et ça va continuer, parce qu'après 3%, c'est 2,25, puis 1,75, puis 0,5, comme vous savez. Non, mais il faut en dire un mot, ça. Il faut en dire un mot, parce qu'on ne peut pas se revendiquer de la nécessité d'augmenter la demande et justifier la ponction absolument drastique qu'on se prépare, non pas sur l'année qui vient, mais sur les 4 années qui viennent. Sachant que, en plus, c'est une orientation générale à l'ensemble de l'Europe qui est en train de s'imposer cette saignée. Et donc... Dans ces conditions, parler de problème de alimenter la demande, il y a un côté très paradoxal. Maintenant, je voudrais venir sur la question que vous soulevez. Il y a un problème de compétitivité dans ce pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, je veux dire, tous les chiffres sont extrêmement parlants. Maintenant, ce qui m'embête, je ne vous cache pas, c'est de parler de la nécessité d'un choc de compétitivité. Parce qu'on voit bien ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est un abaissement du coût du travail. C'est ça, c'est ça la grande revendication. C'est un élément parmi d'autres. Ah bon, alors si c'est ça, on va pouvoir se mettre d'accord. Si c'est ça, on va pouvoir se mettre d'accord. Il y a un problème de coût du travail, il y a un problème de compétitivité. Non, mais parce que si vous voulez, le problème, c'est que la compétitivité, ça ne s'obtient pas par des chocs. La compétitivité, ça se construit extrêmement lentement à travers des politiques qui vont dans ce sens. Alors quand on dit l'Allemagne, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils poursuivent dans la même politique d'innovation sur les mêmes produits, sur l'automobile, sur les machines-outils, sur l'électronique de précision, sur l'optique, etc. Et du coup, ils sont capables de vendre cher leurs produits et donc leur travail. Je pense, on va y revenir dans le débat, mais j'arrête là parce que je ne suis pas tout seul et j'en suis bien conscient. Je pense qu'un des grands problèmes de la France, c'est qu'elle a su, dans le passé, à travers les grands programmes technologiques, etc., investir longuement dans des programmes sur des produits neufs, sur des produits-services, et vendre cher, ça, et maintenant, elle a cessé de le faire, et elle ne sait plus le faire. Alors, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est incontestablement une des pistes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que nos entreprises ne peuvent pas revenir compétitives du jour au lendemain. Bien sûr, il faut se donner du temps, et vous avez tout à fait raison. Voilà, on est d'accord. Par contre, aujourd'hui, on n'en a même pas l'intention, ni la feuille de route. Ça, c'est pas vrai. Ça peut être la feuille de route. Olivier Duhat, pourquoi on n'en a pas l'intention l'intention aujourd'hui, c'est faux. Olivier Duhat? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, dans le discours, on nous explique que la croissance est nécessaire pour inverser les courbes du chômage, pour provoquer, pour que le pays sorte en fait de tous ces problèmes d'endettement, de déficit, etc. Mais il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Des hausses d'impôts sur les ménages. Et je reviens à ce que vous venez de dire, effectivement, ça va encore une fois tuer la consommation. Des hausses d'impôts sur les entreprises qui sont déjà exsangues. Je voudrais rappeler une chose. 10 milliards. Je voudrais rappeler une chose, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Les entreprises, les PME de France sont les moins rentables d'Europe. Oui. Et de très loin. Ça veut dire quoi quand vous êtes moins rentable? Non, c'est complètement vrai. C'est pas vrai quand non, mais vous ne pouvez pas répondre à chaque fois qu'on sort un chiffre qui ne vous arrange pas que les chiffres ne sont pas bons. Pour parler de choses, pour faire un débat, il faut partir des vrais chiffres. Le taux de marge sur la valeur ajoutée des PME en France est d'un tiers inférieur aux entreprises allemandes. Et ça fait 10 ans que ça dure. Si ça dure une année ou 2 années, c'est pas très grave. Mais quand ça dure 10 ans, c'est un vrai problème pour 3 raisons. La première, c'est que vous investissez moins que vos concurrents parce que vous avez moins de moyens. La deuxième raison, quand vous êtes moins rentable, vous prenez moins de risques dans l'innovation, dans l'exportation, dans des programmes de croissance externe. Et quand vous êtes moins rentable, vous attirez moins les financeurs, les banquiers, les capitaux risqueurs, ceux qui vont financer votre développement. Et quand ça dure sur une période aussi longue, on est structurellement en perte de compétitivité. Et c'est effectivement les 3 millions de chômeurs, c'est l'héritage de 10 ans ou de 15 ans d'absence de politique qui reconnaissent que nos entreprises ne gagnent pas assez d'argent pour assurer leur avenir.
Valérie Rabault, vous répondez quoi à Olivier Duhat? Il dit que ce n'est pas les bonnes mesures que vous prenez là aujourd'hui. Plusieurs choses. D'abord, juste pour revenir sur la compétitivité. Tout à l'heure, on a évoqué le coût du travail. Quand on regarde dans l'industrie, puisqu'on prend toujours des comparaisons France-Allemagne, on est à peu exactement au même niveau de coût du travail dans l'industrie. Laissez-moi finir. C'est pas avec un coût du travail équivalent que vous allez expliquer 70 milliards de déficit commercial. Parce que alors là, franchement, il y a une véritable erreur économique. Les 70 milliards de déficit commercial viennent du fait qu'on a arrêté d'innover, on a arrêté d'investir, mais ce n'est pas un problème de coût du travail sur les produits industriels. Maintenant, sur la ligne directrice du gouvernement et sur les mesures qui ont été annoncées. La première étape du mois de juillet, ça a été de dire il faut redonner du pouvoir d'achat. Donc on a aboli ce qui s'appelait la TVA dite sociale, qui aurait coûté par ménage entre 400 et 500 euros par an et par ménage, c'est-à-dire quasiment un demi-SMIC par ménage qui aurait été ponctionné sur leur pouvoir d'achat. Ça a été une mesure essentielle qui a été prise. Ça, vous aurez allégé avec la TVA sociale, Valérie Rabault, vous aurez allégé aussi les charges des entreprises qui, elles, permettent d'embaucher des gens aussi. Sauf que si elles avaient été réinjectées dans le prix, comme beaucoup d'entrepreneurs me l'ont dit, ça n'aurait rien changé. 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 Donc ça, c'est. Et puis la retraite à 60 ans, vous avez augmenté les charges des entreprises. Laissez-moi finir. La deuxième étape qui se construit maintenant avec ce projet de loi de finances initiale, ça va être de dire il faut aussi que nos finances publiques, et là je vais vous répondre, qui nous coûtent chaque année entre 45 et 50 milliards de taux d'intérêt, avec une dette qui croît chaque année, qui augmente toute seule, qui augmente plus vite que notre propre capacité à créer de la richesse. Si, elle augmente plus vite. Il faut stopper ce mécanisme. Sinon, on va se retrouver dans une situation où on ne sera plus maître de notre destin avec une dette qui s'emballe chaque année et qu'on ne contrôle plus. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a évidemment un volet compétitivité et création de richesse. Et ça, c'est ce qu'a négocié le président François Hollande, entre autres avec les Allemands, qui est de dire on ne peut pas se contenter de se concentrer uniquement sur les finances publiques. Il faut donner une perspective d'investissement. Quand on met 120 milliards d'euros avec des effets de levier qui font 240 milliards d'euros au niveau européen, mais les experts économiques disent que c'est rien. 120 milliards, c'est de la poudre aux yeux. Un cinquième du budget. C'est un cinquième du budget. C'est vrai. Oui, mais attendez. C'était dans les tuyaux. On le sait pour nos téléspectateurs, c'est 120 milliards. C'est le paquet de croissance qu'a négocié François Hollande dans le traité. Étaient des dépenses de toute façon prévues et qui sont simplement réaffectées. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Bon, par ailleurs, c'est 120 milliards sur une durée de 4 ou 5 ans et le coût de l'ajustement autour des 3% et du retour à l'équilibre, il est de 240 milliards par an. C'est à peu près comme si vous preniez une automobile en plomb et une automobile en plume et que vous les fassiez entrer en collision et que vous vous demandiez qui va gagner. Elle est réglée l'affaire. Et d'ailleurs, les prévisions... Je ne sais pas d'où viennent vos 240 milliards sur les... Non, mais écoutez, madame, écoutez. Les chiffres annoncés concernant le pacte de stabilité, le pacte de croissance, bon, ils sont absolument d'ores et déjà dans les marchés et ils sont chez les prévisionnistes. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est l'annonce de la récession. Ça veut dire que les 1-3%... Mais oui, mais mais si. Non. Bon, moi, je voudrais que... On va devoir faire une petite pause et je voudrais ensuite qu'on parle aussi de la flexibilité du marché du travail parce que c'est important quand on parle du chômage, ce que propose justement François Hollande sur la flexibilité du marché du travail. Je voudrais qu'on parle aussi formation parce que c'est important et je voudrais qu'on parle aussi de Pôle emploi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire là sur le suivi des chômeurs. On a parlé de la compétitivité dans la deuxième partie. On parlera flexibilité du marché du travail et formation. À tout de suite.